Le grincement du marqueur sur le tableau en verre résonne encore dans ma tête. Un gros cercle rouge autour de mon service de conformité, effacé comme si 15 années de travail ne valaient rien. Mon CEO s'est renversé sur sa chaise, un sourire narquois aux lèvres, tandis que les RH traitaient mon département de relique. À cet instant, la honte a brûlé plus fort que la colère. Ils pensaient m'enterrer dans le silence. Ce qu'ils ignoraient, c'est que les fondations de leur empire portèrent encore ma signature, un simple trait d'encre capable de tout faire s'écrouler. Avant de continuer, dites-moi votre ville en commentaire. Et abonnez-vous, car cette histoire ne fait que s'assombrir. Il n'avait même pas baissé la voix. J'étais debout devant la salle du conseil quand je l'ai vu. L'organigramme lumineux projeté sur le mur, une hiérarchie bien nette de cases et de lignes. Puis est venu le trait rouge barrant mon service, mon nom, mon travail. La conformité est une relique, lança Douglas Kane, notre CEO, avec un rictus, tapotant son stylo sur la table en verre, comme s'il chassait de la poussière. Hélène Harper, notre DRH, se pencha avec un sourire si tranchant qu'il aurait pu couper du papier. Elle est un poids mort, on va lui retirer son titre et la reléguer en rôle consultatif. Aucun pouvoir, aucune équipe, juste une signature d'héritage pour lui donner l'illusion d'exister. Annalena, les mots n'étaient pas seulement froids, ils étaient lents et cruels, calculés pour humilier. Mon estomac s'est noué en les entendant m'effacer, non pas avec colère, mais avec ce mépris satisfait, comme si mes années de service n'étaient rien de plus qu'une gêne. Quand ils m'ont appelé, la scène était déjà mise en place. L'organigramme reposait sur la table comme un certificat de décès. Les yeux de Douglas brillaient de condescendance lorsqu'il m'annonça que mon poste ne correspondait plus à la vision de l'entreprise. Hélène fit glisser le papier vers moi, son sourire parfaitement étudié, m'offrant un siège de advisor creux, sans salaire digne de ce nom, sans autorité, sans respect. Mes mains tremblaient soit dead sous la table, mais j'ai figé mon visage en pierre. Ils pensaient m'avoir acculé, dépouillé de toute pertinence. Ce qu'ils ignoraient, c'est qu'une clause enfouie à l'encre dans les fondations même de la firme m'appartenait encore. Je suis sortie du bâtiment cet après-midi-là, avec l'humiliation encore brûlante sur ma peau, mais mes pas restaient fermes. Leurs mots résonnaient. Une relique, un vestige, un poids mort, destiné à m'arracher toute dignité. Pourtant, sous la morsure, une seule pensée manquerait. Ils n'avaient aucune idée de ce qu'ils venaient de déclencher. Chez moi, je suis allée droit au tiroir où je gardais les documents que la plupart avaient oubliés. À l'intérieur, un classeur épais de pages que j'avais moi-même contribué à rédiger à la création de la firme. Je l'ai posé à plat sur le bureau, mes mains tremblant une seule fois, en tournant vers la section que je connaissais par cœur. Section 7C. Mon écriture marquait encore les marges, ma signature scellait le bas de la page. La clause était simple, si un officier fondateur était évincé sans procédure régulière, cet officier pouvait suspendre la certification opérationnelle de la société jusqu'à régularisation. Ce n'était pas une suggestion, c'était une loi contraignante inscrite dans l'ossature même de l'entreprise. Ils pensaient m'avoir effacé, mais mon nom restait gravé dans les fondations dont il ne pouvait l'un de se passer. Je me suis adossée, absorbant tout le poids de cette vérité. Ce n'était pas une vengeance née de l'émotion, c'était une clarté née de la conception. J'ai pris le téléphone et appelé Daniel, mon avocat. Quand je lui ai raconté ce qui s'était passé, le silence a envahi la ligne, suivi d'un long souffle. « Alors le compte à rebours commence », dit-il. Cette nuit-là, j'ai rédigé les notifications avec une précision clinique, sans colère, uniquement des faits et des références. Le lendemain matin, je les ai envoyés en recommandé, adressés à chaque membre du conseil, au CEO et à Hélène. Le greffier a apposé son cachet sur chaque enveloppe, dans un bruit sourd qui sonnait comme une horloge qui démarre. 30 jours. Ils me croyaient impuissante, une relique. Ils allaient me découvrir que la conformité, une fois méprisée, pouvait décider du destin de tout ce qu'ils possédaient. Leur première réponse à mes courriers recommandés ne fut pas une reconnaissance, mais une mise en scène. Un collègue me souffla plus tard qu'Hélène avait réuni quelques dirigeants dans l'atrium vitré, brandissant ma lettre d'audit comme un trophée. Avec une lenteur calculée, elle l'avait glissée dans la déchiqueteuse, le grincement emplissant la pièce. « Voilà ce que nous faisons des papiers sans importance », déclara-t-elle, arrachant des rires serviles à ceux qui cherchaient à lui plaire. Pour eux, c'était une démonstration de force. Pour moi, c'était une preuve, un acte de négligence volontaire devant témoins,
Kane, lui, avait redoublé à sa manière. Un ancien coéquipier de confiance m'apprit qu'il paradait dans les bureaux en affirmant que mon préavis de 30 jours n'était qu'un bluff, un dernier souffle de quelqu'un d'aigri d'avoir perdu son siège. Il balayait la clause de la charte comme du vieux langage que personne n'applique plus. Mais l'arrogance ne change pas l'encre sur le papier. Leur fanfaronnade les rendait simplement aveugles aux pièges qu'ils resserraient eux-mêmes. Quelques jours plus tard, un jeune agent de conformité, resté loyal, m'appela après les heures de bureau, la voix tendue. « Myriam, ils ont tenté de déposer une certification modifiée sans toi. Les régulateurs l'ont rejetée. Signataire autorisé manquant. » J'ai fermé les yeux, soupirant longuement. Bien sûr qu'ils avaient essayé de colmater la brèche par le mensonge, et bien sûr que cela avait échoué. Les régulateurs ne se laissaient ni séduire par le charme de Kane, ni impressionnés par la défiance d'Hélène. Ils voulaient une seule chose que moi seul pouvais fournir, ma signature. Chaque geste qu'ils posaient devenait une preuve supplémentaire. Ils ne se contentaient plus de m'ignorer. Ils violaient les règles mêmes qu'ils prétendaient leur défendre. Pendant qu'ils se moquaient, je documentais. Avec Daniel, nous avons bâti le dossier pièce par pièce, accusé de réception de mes courriers, témoignages sur la scène de la déchiqueteuse, rejet des régulateurs tamponnés à l'encre noire. Chaque mépris arrogant se transformait en briques du mur qui les enfermait. Un soir, je passais devant le siège, le hall illuminé d'une activité tardive. Kane s'y trouvait, serrant la main d'un client, arborant son sourire bien huilé. Aux yeux du monde, tout semblait faux normal, mais moi, je connaissais la vérité. Cette poignée de main était vide, le contrat en dessous déjà gangrené de l'intérieur. Leur empire reposait sur la conformité, et la conformité leur glissait déjà entre les doigts. Je n'avais pas besoin de crier, ni de me battre. Il me suffisait d'attendre pendant que leur arrogance les menait plus près de l'effondrement. La première fissure visible ne vint pas de l'intérieur de la firme. Elle arriva du monde extérieur. 2 semaines après qu'Hélène eut déchiqueté mon courrier, je reçus un appel d'un collègue resté loyal, la voix basse et pressée. « Myriam, le comte Hutchinson est gelé. » Ma poitrine se serra. Hutchinson n'était pas n'importe quel client, c'était un contrat annuel de 40 millions de dollars, le genre de relation que les dirigeants exhibaient fièrement lors des appels aux investisseurs. Il m'expliqua que, lors d'un contrôle de routine, l'équipe juridique de Hutchinson avait demandé les documents actualisés, prouvant que la certification de conformité du cabinet était valide. Sans ma signature, la chaîne de certification était incomplète. Les avocats de Hutchinson n'avaient ni discuté ni négocié, ils avaient simplement suspendu tout travail en attente jusqu'à ce que la situation soit clarifiée. J'imaginais le visage de Kane en apprenant la nouvelle, la fureur qu'il déchaînerait sur son service juridique, les excuses qu'Hélène répéterait. Mais les excuses n'apaisent pas les clients. Dans leur monde, l'ambiguïté hâte du poison, et mon absence avait ouvert une faille béante qu'ils ne pouvaient colmater, et ce n'était que le début. Quelques jours plus tard, Daniel me transmit un email venu du bureau du régulateur. C'était un rejet formel du rapport de conformité amendé que Kane et Hélène avaient tenté de faire passer. Le langage était froid, bureaucratique, mais implacable. Demande refusée. Signataire autorisé manquant. La traçabilité se renforçait et chaque refus ajoutait une brique au mur qui se refermait sur eux. Puis, survint la fuite dans la presse. Un article parut dans une revue professionnelle respectée, rédigé en termes prudents mais clairs. Des irrégularités de gouvernance interne bloquent un contrat majeur. Mon nom n'y figurait pas, mais il n'en avait pas besoin. Le texte exposait comment un cabinet de conseil de premier plan faisait face à une suspension de service pour cause d'incertitudes réglementaires. Les investisseurs qui encensaient jadis le charisme de Kane commencèrent à poser des questions. Le cours chuta de 5% en une seule matinée. Assise dans ma cuisine, l'article brillant sur ma tablette, je sirotais lentement mon café, le pouls calme. Voilà comment débute un effondrement, non pas par des explosions, mais par des fractures silencieuses qui s'élargissent jusqu'à ce que la structure ploie sous son propre poids. À l'intérieur, la panique devait se répandre comme de la fumée. Mais en façade, Kane continuait de bomber le torse en réunion, Hélène de plaquer son sourire assuré. Il projetait la stabilité, mais les fissures deviennent impossibles à cacher quand l'argent cesse d'affluer. Je ne jubilais pas. Je n'applaudissais pas. Je regardais et je documentais, en voyant chaque nouvelle preuve à Daniel. C'était une patience étrange, prendre soin de ma vie tout en sachant que la leur se défaisait un peu plus chaque jour.
L'arrogance qui m'avait humilié devenait désormais le carburant de leur chute. Ils avaient non tourné la conformité en dérision, mais la conformité prouvait qu'elle était la seule fondation qui comptait. Et à chaque rejet, chaque contrat suspendu, l'horloge sonnait plus fort, me rappelant que le 30e jour approchait et qu'ils n'avaient aucune idée de la finalité de cette échéance. Le silence se brisa enfin, non pas par Kane ou Hélène, mais par le monde extérieur. Un matin, je me réveillai avec 3 appels manqués de Daniel et un titre dans ma boîte mail. Des accusations de fraude en conformité secouent un grand cabinet de conseil. Mon souffle se coupa un instant avant que le calme ne m'envahisse. L'article était incisif, signé d'un journaliste bien introduit dans le milieu. Il déroulait une chronologie claire, le contrat Hutchinson gelé, le rejet du dépôt réglementaire, les rumeurs d'irrégularité de gouvernance. Mon nom n'était pas cité, mais l'absence de ma signature transparaissait entre chaque ligne. Pour les investisseurs, cette seule suggestion suffisait. Ce jour-là, l'action chuta encore de 10%. Les téléphones sonnèrent sans discontinuer dans tout le cabinet, les clients exigeant des réponses, les régulateurs flairant des explications. Kane tenta de contre-attaquer publiquement. Il organisa une assemblée générale où, debout au pupitre, la mâchoire crispée et la voix tonnante, il affirma que l'histoire était exagérée. « Ce n'est rien qu'un contretemps passager », déclara-t-il. Hélène, à ses côtés, bras croisés comme un général derrière son commandant, ajouta avec une autorité feinte. « Notre service juridique a examiné ces soi-disant accusations. Elles sont sans fondement. Mais le déni ne fonctionne que lorsqu'aucune preuve n'existe. Or les preuves commençaient à affluer. » Ce même soir, ma messagerie sécurisée s'illumina. D'anciens collègues, ingénieurs et analystes écartés lors de la restructuration menée par Hélène, me contactaient. Ils détenaient des copies d'emails internes, de notes de service, de comptes rendus de réunion, des documents prouvant que Kane et Hélène avaient été avertis, des mois plus tôt, que ma validation des dépôts de certification était obligatoire. Ils l'avaient ignoré. Ils avaient non parié, pensant pouvoir m'effacer. Désormais, ces avertissements oubliés devenaient des munitions. Avec Daniel, nous avons organisé chaque pièce, bâtissant un dossier si complet qu'il réduisait à néant toute prétention d'ignorance. L'ironie ne m'échappait pas. En tentant d'effacer mon rôle, ils ne l'avaient que mis en lumière. Et d'autres, brisés par leur arrogance, se ralliaient soudain à moi. Puis, survint l'appel qui changea tout. Robert Fallon, cofondateur à la retraite du cabinet, me contacta. Sa voix portait la lassitude de celui qui avait vu l'entreprise qu'il avait bâtie se dégrader sous des dirigeants plus soucieux d'image que d'intégrité. « Myriam, dit-il fermement, j'ai lu les rapports. Cette clause n'a jamais été destinée à être ignorée. C'était le garde-fou que nous avions prévu ensemble, la raison pour laquelle la conformité avait sa place à la table. Je le jurerai devant un tribunal, s'il le faut. » Son soutien n'était pas seulement moral, il était structurel. Il validait tout ce que j'avais affirmé, transformant mon avertissement d'une simple technicité en une question d'intention originelle. La confirmation finale de ce basculement vint du même journaliste qui avait révélé la première affaire. Il m'appela directement. « Off the record », dit-il, « la version officielle ne tient pas. Les dénégations du cabinet, les contrats gelés, le rejet réglementaire, tout pointe vers quelque chose de bien plus grand. Je veux votre version. » Je marquai une pause, contemplant le ciel de fin de journée embrasé d'orange par la fenêtre. Jusqu'ici, j'avais combattu par le silence et les documents, laissant l'arrogance creuser leur tombe. Mais ceci était différent. C'était la possibilité de déplacer la bataille sur la scène publique. J'acceptais, prudemment, méthodiquement, sachant que l'article qu'il publierait serait irréversible. Le lendemain matin, son texte parut dans la presse financière. Professionnel, précis, dévastateur, les mots transperçaient les mensonges de Kane comme du verre brisé, et les investisseurs n'attendirent aucune explication. L'action plongea encore, 15% en une seule journée. La panique n'était plus chuchotée, elle se criait à travers les salles de marché. Et quelque part dans le cabinet, j'imaginais le sourire de Kane enfin se fissurer, la confiance d'Hélène devenir fragile. Ils avaient tourné mon service en dérision, le traitant de relique. Le monde découvrait désormais ce qui arrive quand on efface la seule personne détenant les clés du système. Acculé par la pression publique, le conseil n'eut plus le choix que de me convoquer. La réunion d'urgence était fixée, la scène de l'exposition était prête. La convocation arriva avec la solennité que seule la panique peut produire.
Une enveloppe épaisse, remise par coursier, frappait du sceau du cabinet. À l'intérieur, une seule ligne se détachait. Session extraordinaire du Conseil. Présence obligatoire. Je savais, avant même de franchir cette porte, qu'il ne s'agirait pas d'une discussion mais d'un procès. La salle du Conseil avait toujours été conçue pour intimider. La longue table en acajou s'étirait comme une piste, un mur de verre donnait sur la skyline que Kane aimait désigner du doigt en se vantant de son empire. Cette fois pourtant, la pièce semblait plus étroite, plus étouffante, chargée de cette tension métallique que l'on goûte dans l'air. J'entrai avec Daniel à mes côtés, chacun de nous portant un dossier mince. Kane et Hélène étaient déjà assis, le dos raide, les yeux cernés d'épuisement. Autour d'eux, les membres du conseil formaient un demi-cercle, visage pâle, tiré par l'inquiétude. Personne ne souriait. Le président prit la parole d'une voix grave et basse. « Mademoiselle Blake, nous sommes ici pour comprendre la vérité derrière la crise actuelle. » Il m'invita à m'exprimer. Je ne dis rien. Je fis un signe à Daniel. Calme, méthodique, il se leva et commença à dérouler nos preuves. Les courriers recommandés, leurs accusés de réception signés par chaque membre du conseil. Puis, les photos du mémo déchiqueté, accompagnées de témoignages. Ensuite, la lettre de rejet du régulateur, tamponnée d'encre officielle. Enfin, les emails de collègues prouvant que Kane et Hélène avaient été explicitement avertis que ma signature était requise. Chaque document s'abattait sur la table comme une pierre jetée dans l'eau, répandant ses ondes cessantes de silence. Personne n'interrompit. Personne ne contesta. Le poids du papier était irréfutable. J'observais Kane se tortiller sur sa chaise, son masque de confiance se fissurant. Hélène triturait nerveusement ses feuilles, son stylo martelant la table d'un rythme saccadé. Le silence dans la pièce n'était pas vide, il était jugement, s'épaississant, les écrasant peu à peu. Puis vint la question qui trancha plus profondément que tous les dossiers. Une investisseuse influente se pencha, ses yeux d'acier braqués sur Kane. Sa voix était basse mais mortelle. « Monsieur Kane, saviez-vous, oui ou non, que la signature de Mademoiselle Blake était obligatoire sur toutes les certifications de conformité lorsque vous avez autorisé sa révocation ?» Le silence se fit physique. Les lèvres de Kane s'entr'ouvrirent, mais aucun mot ne sortit. Un rouge monta à son cou, sa mâchoire se crispa, ses yeux fuyants cherchaient une échappatoire. Il tenta de parler, mais seul un souffle sec s'échappa. L'investisseuse ne répéta pas, elle n'en avait pas besoin. Son silence valait aveu. Son autorité se dissout à cet instant. Tous, compris Randalls, non parce qu'il avait confessé, mais parce qu'il ne pouvait nier. Hélène se pencha, désespérée de reprendre la main. Tout cela était sorti de son contexte. Sa voix sonnait creuse, fragile. Le président leva la main, l'interrompant net. Il ne voulait pas d'excuses, mais des réponses que Kane ne pouvait donner. La salle se fragmenta. Les administrateurs se regroupèrent par petits cercles, chuchotant avec urgence, tournant délibérément le dos à Kane et Hélène. Ce n'était plus une perte de confiance, mais une exclusion en direct. Daniel et moi restâmes assis, silencieux. Les faits faisaient leur œuvre. Nul besoin de discours, nul besoin de colère. Les preuves étaient devenues le bourreau. Je fixai une dernière fois le visage de Kane. Le rictus qui m'avait jadis humilié avait disparu, remplacé par le regard creux d'un homme voyant son empire lui échapper. Les mains d'Hélène tremblaient, tandis qu'elle empilait ses papiers dans un dossier qu'elle ne porterait plus jamais avec autorité. Quand le président leva la séance, sa voix fut sèche, formelle, mais définitive. « Nous délibérerons sans plus d'apport de votre part. » Les membres du conseil se levèrent, se rassemblant en un cercle fermé à l'autre bout de la pièce. Ils n'invitèrent pas Kane. Ils n'invitèrent pas Hélène. Ils ne leur adressèrent donc même pas un regard. Daniel et moi avons rangé nos dossiers et nous sommes levés. En avançant vers la sortie, je sentis les yeux de toute la salle posés sur moi, non avec pitié ni mépris, mais avec reconnaissance. J'avais été effacé d'un organigramme, raillé comme une relique, dépouillé de mes prérogatives. Désormais, les mêmes qui m'ignoraient comprenaient, la conformité n'était pas un vestige, c'était la fondation. Et sans moi, leur maison de verre s'écroulait déjà. L'affrontement était terminé. La salle du conseil avait rendu son verdict sans marteau. Le silence de Kane avait accompli ce qu'aucun procès, aucun titre de presse, aucun discours n'aurait pu. Il l'avait anéanti. Et le compte à rebours de ma clause n'était même pas encore arrivé à son terme.
Le pire pour eux, le coup final, restait à venir. Le 30e jour sonna comme le glas. À l'aube, assise dans mon bureau à domicile, la charte de gouvernance ouverte devant moi, la clause surlignée en jaune depuis des années, je n'éprouvais ni hésitation ni tremblement. À 8h30, j'ai composé le numéro de Daniel. Procéder, ai-je dit simplement. Ce seul mot pesait plus lourd que toutes les réunions que Kane et Hélène avaient orchestrées. À 9h00, le communiqué de presse que nous avions préparé, des jours plus tôt, était publié sur tous les canaux financiers. Froid, professionnel, définitif, avec effet immédiat, en vertu de l'article 7C de la charte de gouvernance du cabinet, la certification de conformité était suspendue. Tous les contrats clients devenaient inexécutables jusqu'à régularisation. En d'autres termes, leur empire venait d'être débranché à la source. Les répercussions furent instantanées. Les téléphones sonnaient sans réponse, les écrans de trading viraient au rouge, les équipes projets restaient figées, sans rien à facturer. Le conseil réagit vite. À midi, Kane et Hélène étaient escortés hors du bâtiment, leur carrière réduite à de simples notes de bas de page dans les registres de gouvernance qu'ils avaient méprisés. Je n'ai pas célébré. Je n'en avais pas besoin. La victoire se trouvait dans ce calme, cette preuve irréfutable que la conformité n'était pas une relique, mais le cœur. Quelques jours plus tard, le conseil revint vers moi. Leur ton n'était plus tranchant de mépris, mais adouci par la nécessité. Ils proposèrent des sommes indécentes pour établir la certification, mais je refusai leur argent. Je leur exposai mes conditions, restructurer la gouvernance, intégrer la conformité dans la direction et m'accorder un siège permanent au comité de supervision. Ils acceptèrent sans hésiter. J'avais redirigé leur empire, non par vengeance seule, mais pour restaurer ce qui avait été corrompu. Le rictus de Kane avait disparu, les simagrées d'Hélène s'étaient tus. Il ne restait plus qu'une entreprise contrainte de se tenir enfin sur la fondation qu'elle avait voulu effacer, ma signature, ma clause, mon autorité. Quand je remis enfin les pieds dans ce bâtiment, je ne ressentis plus de colère. Les couloirs étaient là les mêmes, les parois de verre toujours brillantes, mais l'atmosphère avait changé. L'arrogance qui étouffait autrefois chaque réunion avait laissé place à quelque chose de plus discret, de la prudence, du respect, peut-être même de l'humilité. Je n'étais pas revenu pour reprendre un bureau ou me battre pour un titre oublié. Je revenais en tant que membre du comité de supervision, ma signature inscrite dans la charte de gouvernance d'une manière qu'on ne pourrait plus jamais effacer. Kane et Hélène avaient disparu, destitués, leur nom désormais murmuré seulement comme avertissement. Leur chute n'était pas mon triomphe, c'était la conséquence d'avoir tourné en dérision les règles qui tenaient tout ensemble. Ma revanche fut plus subtile. J'avais redirigé la firme, l'obligeant à revenir sur les fondations qu'elle avait failli abandonner. Assise à cette table désormais, je savais que l'entreprise survivrait, mais autrement, with la conformité en son cœur, avec ma présence comme garante de sa structure. Voilà la véritable victoire. Pas l'argent, pas un titre, mais la certitude que l'arrogance avait cédé la place à la responsabilité et que j'étais devenue la pierre angulaire qu'il ne pourrait plus jamais recouvrir d'un trait rouge. J'ai appris quelque chose de profond lorsque Douglas et Hélène ont tenté de m'effacer. L'arrogance est un défaut systémique qui se propage dans une organisation comme une fissure cachée dans ses fondations. Ils croyaient que la conformité n'était qu'une formalité, une case à cocher, et qu'en l'ignorant, ils gagneraient de plus vite leurs résultats qu'au trimestriel. Mais ce qu'ils rejetaient comme de la paperasse était en réalité la structure même qui maintenait leur empire debout. Leurs raccourcis, déchiqueter des mémos d'audit, falsifier des dépôts, tourner les procédures en dérision, ne m'ont pas seulement fragilisé. Ils ont exposé toute l'entreprise à l'effondrement. Ce qui les a détruits, ce n'était pas ma colère, c'était leur négligence, amplifiée par la lumière de la responsabilité. Pour moi, la leçon a été la clarté. La conformité n'a rien de séduisant, mais elle est l'architecture de la confiance. En restant ferme, en documentant tout, en refusant de réagir avec émotion, j'ai laissé leur propre système d'arrogance s'écrouler sur lui-même. Ils ont perdu leur poste, leur réputation et leur contrôle. Moi, j'ai gagné quelque chose de plus profond que la vengeance, un rôle permanent pour garantir que l'entreprise ne rognera plus jamais sur les règles qui la protègent. Comment commencer dès aujourd'hui ? 1. Documenter tout, email, compte rendu, même les conversations informelles. Les traces écrites sont un pouvoir. 2. Soyez attentifs aux attitudes méprisantes envers les règles ou les processus.
Elle révèle souvent une faiblesse structurelle. 3. Bâtissez discrètement des alliances avec ceux qui valorisent l'intégrité. Vous en aurez besoin quand la pression montera. 4. Rappelez-vous, le silence et la patience peuvent être plus efficaces que la confrontation quand l'arrogance s'expose d'elle-même. La vérité, c'est que l'arrogance peut faire tomber même les empires les plus solides, mais une préparation silencieuse vous assure d'être prêt le moment venu. Si l'on vous a déjà traité de inutile au travail, sachez que votre force réside peut-être justement dans ce que les autres choisissent d'ignorer. Dites-moi d'où vous regardez, commentez ci-dessous, partagez cette histoire et abonnez-vous, d'autres leçons arrivent.